Bonjour à tous et excusez-moi pour ces 3 minutes de retard. La magie du direct, des fois, ne fonctionne pas. On est en live sur Facebook sur le Mouvement Up. Je me présente. Je m'appelle Macha Bino. Je suis la rédactrice en chef des médias du Mouvement Up. Up, dont je vous montre le numéro qui était le numéro d'automne juste avant l'arrivée la semaine prochaine du prochain numéro. Ce numéro d'automne, on est allé réfléchir la solidarité comme le premier antidépresseur en libre service parce que oui, il est bon à la fois de recevoir, mais aussi de donner. Et on vous en a fait la preuve sur 148 pages. Je fais juste une petite incise avant de te présenter, Mathilde. On fait justement un appel à crowdfunding pour le prochain numéro, le numéro d'hiver, sur lequel on est allé réfléchir sur l'entreprise comme nouvel acteur du changement. Et c'est pareil, on s'est aperçu qu'il y avait énormément d'entreprises, de réseaux, d'accompagnants, de coachs qui font que l'entreprise, qui est pour moi la tierce personne dans le changement, en plus de l'État, de la société et des citoyens, on s'est aperçu qu'il y avait plein d'outils, que vous soyez une entreprise existante ou une entreprise en devenir, pour justement réfléchir au-delà de la loi Pacte, de la RSE, votre mécanique d'entreprise pour qu'elle soit vertueuse pour vos employés, pour la nature et pour le consommateur qui va utiliser votre produit. Sortie prévue le 16 décembre. Mathilde, je te laisse te présenter. Bonjour. Bonjour à tous, merci Macha. Donc, je suis responsable des projets événementiels de la maison de crowdfunding de KissKissBankBank. Donc, la maison de crowdfunding, c'est le lieu d'événementiel de notre plateforme de financement participatif. C'est un lieu d'échange, de rencontres, de débats, d'expositions qui a été imaginé pour libérer la créativité de chacun. Et ce lieu a pour but de créer un lien avec les projets qui se financent en ligne et ainsi permettre aux porteurs de projets de développer leur communauté physiquement en vivant une autre expérience que l'expérience digitale. Donc, on met à disposition gratuitement ce lieu pour les porteurs de projets qui se lancent sur notre plateforme. Et tous les mois, on accueille les Hub Café avec… c'est pas tous les mois, excusez-moi, c'est des rendez-vous trimestriels, je voulais dire, parce qu'on est partenaire des Hub Café qu'on reçoit habituellement à la maison de crowdfunding au 34 rue de Paradis. Donc, ces rendez-vous trimestriels, on les accueille autour de sujets pour vous proposer des solutions concrètes pour changer le monde ou essayer du monde d'aller vers une démarche un peu plus responsable. Et on espère, Mathilde, en 2021, se retrouver à la maison du crowdfunding. On espère aussi, oui. Ça nous manque ces lives et ces directs avec vous pour qu'on puisse un peu vous toucher, échanger, partager ensuite autour d'un café. Je vais faire le tour de ma table ronde et honneur aux dames. Emmanuel, je te laisse commencer, d'autant plus que tu as la même activité que moi, tu es rédactrice en chef. Bonjour. Bonjour, eh bien, oui, oui, oui. Je suis journaliste aussi et donc on a monté le journal Minimal, qui est Est-ce, un journal… Oui. est-ce que je vais te laisser présenter ce que c'est que le journal minimal? Alors, c'est un journal en ligne qui est minimal, et donc minimal dans sa forme et sur le fond. Donc, c'est un journal qui s'adresse à toutes les personnes qui ne croient plus du tout dans la société de consommation. Et notre slogan, c'est pour vivre heureux, vivons léger. Et ça s'inspire de Less is more, la devise du mouvement minimaliste, moins c'est plus, qu'il y a ici voilà, à côté de moi. Et qu'est-ce Voilà. que vous proposez en fait dans ce journal? Alors, on propose tout un univers qui est minimal, c'est-à-dire de l'information sur tout ce qui se passe de ce point de vue-là dans le monde, en France, ou aussi, ça peut être aussi bien la grande actualité que la toute petite actualité. On parle même de ce qui se passe dans la vie des tout petits animaux qu'on ne voit pas. Euh, et, euh, et après, voilà, en fait, on trouve dans le journal minimal tout cet univers-là. Il n'y a pas non plus dans la manière dont le journal est fait, il n'y a pas non plus de publicité, il n'y a pas on est vraiment dans un univers où on est sorti de la société de consommation. Il n'y a pas de pop-up, tout est en noir et blanc, en fait, comme tout l'univers minimal qui a été décidé dans les années 60, quelque chose de très épuré. Voilà ce qu'on trouve dans le journal minimal, en fait, une autre proposition de faire de l'information et d'être ensemble aussi. Il y a aussi une rubrique qui s'appelle le petit geste participative, où on invite nos lecteurs à raconter tout ce qu'ils font, en fait. Et c'est une sorte de mutualisation des
des savoirs individuels sur comment moi je fais pour faire ceci, cela. Voilà. Emmanuel, pour vous, alors, on va se tutoyer, je pense que ça va être plus simple et plus simple. Dans la presse, on se tutoie normalement. Oui, voilà, exactement. Ce matin, on travaille et on réfléchit ensemble sur la question de vivre minimaliste. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on y met derrière? Alors, Vivre minimaliste. eh ben, vivre minimaliste, c'est essayer dans sa vie d'avoir une empreinte moins forte sur la planète. C'est un mouvement qu'on retrouve, qui a démarré assez fort aux États-Unis dans sa forme récente, mais qu'on retrouve aussi en Inde, qu'on retrouve dans énormément de pays, mais qui est très important chez nous, les Occidentaux, parce qu'on est en train, bon, maintenant tout le monde le sait, normalement, il n'y a plus trop de climato-sceptiques, on est en train de détruire complètement cette planète parce qu'on consomme de manière effrénée ou parce qu'on a des industries qui sont complètement dingues et qu'on fait fonctionner tous. Donc en fait, c'est de sortir un peu de cette espèce de religion et pour chacun de manière individuelle avoir des comportements qui sont plus agréables pour soi-même et puis pour la collectivité. Et puis collectivement d'être peut-être dans des décisions un peu plus sages, raisonnables. Alors ça a plein de noms, hein, la sobriété heureuse, l'innovation frugale, le minimalisme. Mais c'est quelque chose qui est le minimalisme, qui est à la fois une philosophie et une pratique au quotidien. Et sans être indiscrète, Emmanuel, est-ce que tu es minimaliste? Et si oui, depuis quand? Oui, je suis minimaliste. Depuis quand? Depuis, je daterais ça de un voyage que j'ai fait quand j'étais étudiante, donc au début des années 90, un voyage au Maroc, dans le désert, dans le Sahara, où il y avait rien en fait, il y avait juste du sable. Je me suis retrouvée sur un chameau dans le désert et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Moi, je vais à l'université de Nanterre, je prends le RER A et des autoroutes partout. Enfin, j'ai eu un choc. Et donc, de ce moment-là, en fait, ça a déclenché quelque chose chez moi. Et je suis petit à petit devenue minimaliste, mais c'est un processus qui est très lent. Après, j'ai toujours été écologiste quand j'étais enfant. Enfin, ça me révoltait quand je voyais un papier dans la forêt ou je ramassais par terre les trucs. Et puis après, ce terme-là, minimaliste, c'est pas venu tout de suite non plus. Donc moi, j'ai une activité de DJ par ailleurs et je passais beaucoup de musique minimale. J'ai Catherine Simonet, avec qui je fais le journal, je l'ai cofondé, qui m'a pas mal montré ce qu'était la musique minimale, Steve Reich, Philip Glass, tout ça. En fait, j'ai fait un mix entre le journalisme, l'écologie, le minimalisme, et puis ça a donné le journal minimal. Et c'est très clair pour le coup et ça me paraît très naturel. À côté de toi, Emmanuel, j'ai Grégory. Alors, Grégory, j'ai l'impression que tu es tombé dedans depuis tout petit, du coup, le minimalisme, et j'aimerais bien que tu nous partages justement ton rapport à ça, et notamment parce que tu vis avec 100 objets. Je vais être alors moi, je suis une néophyte de ça. Je tente tous les jours un peu plus en fait de tendre vers ça, mais je te rejoins Emmanuel dans l'idée que c'est un processus qui est lent. En fait, je poserai ensuite la question complètement indiscrète d'expliquer comment est-ce qu'on peut être minimaliste sans être frustré. Voilà. Et ça, moi, ça fera partie des questions assez qui attisent ma curiosité. Grégory, raconte-nous un peu toi, qui tu es. Eh bien, en fait, qui je suis, on... Donc, bon, d'abord, voilà, donc, je suis en Belgique, donc j'habite la Belgique exactement. Je suis à Bruxelles pour l'instant. Je suis donc d'origine belgo-grecque. Donc, ma mère est grecque, d'Athènes plus exactement. Et effectivement, comme tu l'as dit, la... et comme Emmanuel l'a dit, donc effectivement, le minimalisme, c'est une philosophie que j'ai plutôt redécouvert à l'âge adulte parce que je me rendais pas compte qu'en fait c'est une philosophie qui était dans mes veines. Alors pour moi le minimalisme c'est effectivement ce n'est pas quelque chose de nouveau du tout. C'est même d'ailleurs une philosophie qui existe depuis 2000 ans et qui existe même depuis
l'âge de la Grèce antique. Et en fait, il y a une philosophie que tout le monde connaît de nom, en tout cas, c'est l'épicurisme. Et pour moi, le minimalisme, c'est simplement l'épicurisme. C'est la recherche de la vie bonne, en fait. Hein. Donc, et la vie bonne, et qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une vie mauvaise, c'est pas une vie non plus extraordinaire, mais c'est une vie bonne, en fait, tout simplement. Et en fait, c'est vrai que tu parles de 100 objets, et je pense que, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme moi, hein, dans tous les cas, qui, en tout cas au début, ne, ne voient pas totalement ce que c'est le minimalisme. Exactement. Donc, premièrement, c'est pas une question de nombre d'objets. Bon, effectivement, voilà, c'est vrai que voilà, avoir 100 objets, on pense que c'est ça être minimaliste, mais non. D'abord, c'est pas une question de quantité, à nouveau, c'est une question de qualité. Et ça, je pense que ça, tout le monde sera d'accord avec cela. Que ce soit, c'est pas trop peu ni trop, c'est juste ce dont on a réellement besoin. Et deuxièmement aussi, concernant cette philosophie, je pense qu'en fait, il y a, et ça je l'ai découvert également depuis peu, en fait, hein, simplement en revenant vers mes origines grecques et en étudiant beaucoup plus sur l'origine de cette philosophie, sur l'épicurisme, en fait. Le minimalisme, en fait, au début, comme de nombreuses personnes, j'ai cru que c'était la recherche du plaisir et de la liberté. D'accord? On croit que c'est le plaisir effréné et que c'est la liberté au maximal. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que donc comme Épicure disait, la, le plaisir, en fait, c'est le début et la fin du bonheur. Donc oui, effectivement, c'est apprécier les plaisirs, mais ce n'est pas rechercher ce plaisir avant tout. Donc c'est vraiment une chose que j'ai eu en fait, ça m'a pris beaucoup de temps en fait à comprendre cela. Et Grégory, je me permets du coup de te couper là-dessus. Est-ce que ça signifie qu'être minimaliste n'est pas nécessairement qu'une notion de liberté, mais qu'il y a aussi un moment un effort à fournir là-dedans? Est-ce que c'est ça que tu sous-tends derrière? Parce que pour moi, l'épicurisme, et on va pas se faire un cours de philosophie ici, hein, mais pour moi, l'épicurisme, ça reste quand même un moment qui n'est que plaisir, quel que soit le niveau de plaisir, mais ça n'est que plaisir. Ce que je comprends en substance, en fait, dans ta présentation, dans la présentation que tu fais du minimalisme, c'est qu'il y a un moment, il y a une notion d'effort à produire, en tout cas de réflexion pour justement réduire son impact. Mais en fait, pas du tout. L'épicurisme, c'est pas la recherche du plaisir du tout. En fait, c'est ce qu'on pense, c'est ce que beaucoup de personnes croient, et c'est ce que j'ai cru avant. On a l'idée d'un épicuriste, quelqu'un qui se goinfre de nourriture et qui se baigne dans les plaisirs et dans le luxe. Mais en fait, ce n'est pas du tout. En fait, ceux qui ont donné cette image d'Épicure, ce sont simplement des gens qui étaient contre cette philosophie, qui trouvaient en fait, qui étaient jaloux en fait d'Épicure et qui en fait voulaient simplement le dénigrer. Mais Épicure, en fait, justement, bien au contraire, il disait de faire très attention au plaisir et à voilà et à la liberté folle en fait. Donc justement, je pense qu'en fait la liberté, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'on atteint la liberté quand on voit nos limites. Et c'est ça en fait que il faut vraiment bien comprendre, c'est qu'il faut bien comprendre que le minimalisme ne doit pas être un substitut au consumérisme. Parce qu'en fait, on peut le prendre exactement comme ça. Pas du tout. C'est quelque chose de totalement différent. C'est pas la recherche du plaisir effréné ou de la liberté individuelle. Parce que sinon, en fait, c'est remplacer quelque chose par autre chose. Et ça revient finalement au même. Non, c'est rechercher la vie bonne, la vie correcte, pas être malheureux, mais pas être non plus dans l'extravagance. C'est être juste dans juste ce qu'il faut, en fait. Et ça se traduit comment, toi, dans ton quotidien? Parce que pour le coup, dans la présentation que j'ai de toi et dans ta bio, tu es très sensible à ces sujets-là depuis jeune. Ce qui t'a néanmoins, sauf erreur de ma part, il me semble que tu es passé par le secteur bancaire, enfin, tu es passé par l'autre extrême. Quelle a été en fait la démarche pour toi personnellement là-dedans? Et qu'est-ce qui fait que maintenant tu te considères minimaliste?
Alors au début, donc je suis passé par la découverte du zéro déchet, comme voilà, j'ai lu des livres là-dessus, je l'ai aussi appliqué à ma vie. J'ai aussi ensuite lu des livres sur la réorganisation de son aménagement. Vous connaissez donc des livres bien sûr comme Dominique Leroux, comme Marie Kondo, comme Bea Johnson. Mais en fait, depuis peu, donc j'ai ce que je ferai en fait, effectivement, avant de commencer par ce point-là, et c'est ce qui manque en fait cruellement, je trouve, dans ces livres, en fait, c'est parce que dans ces livres, on parle beaucoup de soi, en fait. En fait, on parle beaucoup de réaménager, de retrouver soi-même. Mais en fait, ce qui manque cruellement, et c'est ce que j'ai découvert récemment, c'est qu'en fait, pour se connaître, le travail que je fais actuellement, c'est de savoir d'où je viens. Et d'où je viens, en fait, ce sont mes origines, bien sûr, mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres aussi, l'histoire de mon pays, l'histoire de la Grèce. Et c'est comme ça que je suis remonté. Et c'est comme ça que j'apprends à me connaître aujourd'hui. Et donc, la première chose que je ferai, en tout cas, et que je donnerai comme conseil aujourd'hui, c'est simplement, en fait, de retrouver ses origines, de demander en fait à ses parents, ses grands-parents, et étudier en fait son histoire, sa propre histoire, c'est l'histoire de son pays, pour se connaître en fait, simplement. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à nouveau, on croit qu'on est et qu'on peut redémarrer d'une page blanche. En fait, on se dit, ok, c'est bon, maintenant je peux être qui je veux. Mais c'est un mensonge. En fait, c'est une illusion. En fait, on n'est pas qui on veut. On est dans la vie avec un bagage. Et il faut le connaître, ce bagage, pour se connaître soi. Voilà ce que je ferais en tout cas. Premièrement, c'est de au moins connaître sa propre histoire. Et alors, Grégory, j'ai juste à côté de toi Stéphane que je vais laisser introduire pour voir ensuite et pour qu'on aille plus loin dans les conseils. Bonjour Stéphane, tu es coach, toi, pour le coup, tu es coach en gestes et comportements responsables. J'aimerais que tu nous expliques ton parcours et ta vision à toi du minimalisme, avec quand même un petit clin d'œil à Julien Vidal. C'est que le déclic est parti de lui et de son blog Ça commence par moi. Et je suis assez contente de dire que Ça commence par moi, le podcast a commencé par nous au Mouvement Up. Du coup, je suis très contente parce D'accord. qu'on connaît bien Julien. Voilà. Très bien, excellent. Bonjour à tous. Oui, donc moi, Stéphane Saint-Léger, je vous appelle depuis Bordeaux. Et donc, effectivement, moi, j'ai commencé, enfin, le déclic qui m'a lancé dans l'aventure du coaching en geste éco-responsable, c'était la découverte du blog Ça commence par moi, de Julien Vidal. Avant cela, je cherchais en fait des manières de m'engager dans la lutte pour la défense de l'environnement, en fait. Sans savoir trop, il y a plein de possibilités, l'engagement militant, etc. Et quand j'ai vu ce blog-là, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, je veux aussi transmettre ces solutions, ces connaissances et aider les gens à s'approprier ces sujets-là. Donc oui, ça a été vraiment une grosse source d'inspiration. Et Et voilà. ce passage à l'acte, parce que ce n'est pas ta fonction principale d'être coach et d'accompagner les gens, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu y tends de plus en plus? Est-ce que tu sens une appétence des gens? Et toi, est-ce que tu découvres de plus en plus de choses que tu as envie de transmettre? Alors, est-ce que je découvre de plus en plus des choses que j'ai envie de transmettre tout le temps? C'est ça aussi qui m'a attiré beaucoup vers le milieu écologie. C'est à la fois la multidisciplinarité. On touche à tout en fait, on touche à vraiment tous les domaines de la vie et ça c'est passionnant, c'est-à-dire qu'on apprend en permanence, puis en plus ça évolue très 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 vite. Donc c'est de la découverte perpétuelle. Et moi, ce qui m'a mis un peu sur le trajet de l'écologie, c'était à peu près vers 2015. 2015-2017, quand je sais pas, j'ai regardé des reportages, je crois que c'était de Sea Shepherd, et j'avais été impressionné par ces militants qui bravaient plein de dangers, tous les dangers pour sauver des espèces maritimes. Ça a été des élections, les dernières élections présidentielles où j'avais été dépité par la pauvreté des programmes écologistes. Ça a été plein de petits trucs comme ça qui petit à petit m'ont dit bon, moi aussi je veux changer. Donc j'ai commencé ma transition personnelle aux alentours de 2015. Donc ça a commencé comme beaucoup de monde par réduire ses déchets, essayer de manger bio, essayer de manger local, de saison. Puis petit à petit, au fur et à mesure, à aller de plus en plus loin. Et en cherchant toujours à aller plus loin, on va dans ces fameuses, toutes ces disciplines. On acquiert beaucoup de connaissances, beaucoup d'heures aussi passées à se renseigner, à apprendre, à écouter, à lire. Et puis à un moment, on se dit, enfin moi je me suis dit, mais
tout ce que j'ai accumulé, est-ce que je ne peux pas le transmettre? Est-ce qu'à un moment, je me dis, est-ce que je n'ai pas envie d'aider les gens autour de moi, et pas forcément ceux qui sont juste autour de moi, mais plus généralement, en disant, j'ai envie de transmettre ces solutions-là, parce que c'est par la sensibilisation et par le partage de connaissances qu'on va réussir à faire évoluer les mentalités, je pense. Voilà. Merci. Et donc l'aventure a commencé après professionnellement début 2019. Donc ça fait bientôt 2 ans. D'accord. Et est-ce que tu sens en fait un changement et c'est la même question que je vais poser aussi à Emmanuel par rapport à vos publics que vous rencontrez, que ce soit tes lecteurs, Emmanuel, ou du coup les personnes que tu accompagnes, Stéphane. Est-ce que vous sentez tous les deux qu'il y a plus en plus de personnes qui sont sensibles en fait à justement cette démarche-là? Alors moi, oui. Alors, c'est toujours difficile à répondre à ces questions parce que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, et surtout quand on est en confinement et que notre seul regard sur le monde, c'est notre écran de télévision ou les réseaux sociaux ou les journaux, c'est qu'on a vite tendance à se retrouver enfermé dans nos bulles, dans nos sphères dans nos zones de confort, en fait, un petit peu thématiques. Donc, de ce côté-là, on a toujours l'impression que oui, d'un coup, je me suis retrouvé entouré de vachement plus de personnes écolo, etc. Est-ce que c'est vrai pour autant? Je pense. Je pense que cette année, notamment 2020, de par d'autres problématiques qui sont les problématiques sanitaires, il y a eu d'autres prises de conscience qui sont venues, qui sont liées au sujet écologiste. On parle de résilience, on parle de souveraineté sur nos processus de production, on parle de est-ce qu'on produit localement ou pas. Voilà, ça touche absolument à tous les domaines. C'est des questions qui se sont posées énormément cette année de par l'entrée sanitaire, mais au final, on retouche toutes les disciplines derrière. Donc, avec ça, il y a eu une énorme prise de conscience qui n'est pas générale encore. Il y a encore beaucoup de travail, mais ça grossit vite. Est-ce que c'est la même analyse pour toi, Emmanuel? Oui, je suis d'accord avec Stéphane, notamment sur l'accélération énorme avec… j'ai mis mon micro là? Oui. Oui, ok. L'accélération énorme avec 2020 et le confinement, tout ça. Enfin, il y a eu plein de gens ont eu une espèce de choc écolo, une révélation. Et après, en dehors de ça, au journal minimal, nous, depuis qu'on existe, on a quand même constaté un changement très rapide autour de nous. Des gens, enfin, c'est beaucoup plus rapide que ce que j'imaginais quand on a lancé le journal minimal, parce qu'on l'a lancé vraiment parce qu'on est engagé, en fait, parce qu'on croit beaucoup à ça. Et donc, pour changer le monde, c'était ce qui a été dit au début du podcast. C'est pour ça qu'on fait le journal. Et en fait, moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui sont minimalistes, pas forcément en revendiquant le terme, même il y a plein de gens qui ne connaissent pas le terme non plus. Mais oui, ça va beaucoup plus vite, ça va absolument pas assez vite, mais ça va quand même beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait. Alors moi, si je me lance maintenant et je me tourne vers Grégory pour cette question-là, j'ai envie de me lancer maintenant, mais je reste quand même, on va pas se mentir, une urbaine, une connectée, quelqu'un qui a quand même envie de lier plaisir et engagement. Comment je fais pour gérer ma frustration et comment on démarre sur ces premiers gestes? Alors, comme tu l'expliquais, hein, c'est effectivement… Il y a peut-être une réflexion à avoir qui est de l'ordre du personnel, de revenir en arrière et de revenir à ses origines. Mais comment je fais de manière très pratique pour les personnes qui nous écoutent et moi-même pour s'engager et faire ses premiers pas dans cette démarche-là minimaliste? Je te fais une inquiétude que je te partage là, c'est que pour moi, ce qui est important, c'est la continuité. C'est-à-dire que ce n'est pas être dans un engagement ponctuel d'un phénomène de mode. Et donc, comment je fais pour justement ne pas être vraiment dans une démarche longue? Ok, je suis content de t'entendre dire effectivement que ce n'est pas pour être à la mode parce qu'effectivement, il faut l'avouer aussi, c'est un phénomène qui vient de plus en plus à la mode et pas chez n'importe qui, hein. Donc, je pense qu'on l'est tous, hein. Moi-même, voilà, on est des bobos, hein, on est des petits bourgeois qui
voilà, qui avons une vie confortable et on- en fait, j'ai lu un livre justement on vit en fait ce qu'on a vécu au XVIIe siècle, surtout en France en fait, donc où les bourgeois enviaient les pauvres en fait, hein, les bourgeois en fait s'ennuyaient et ils avaient envie ils croyaient que les pauvres en fait étaient plus heureux en fait simplement. Et en fait, on pense Oui, alors que ça c'est. voilà, oui, mais non, mais réellement, on pense qu'en fait, avoir moins et avoir une vie comme les pauvres, on vous dit que les pauvres ont tout compris, qu'ils sont heureux. Bah, bon, voilà, c'est pas forcément le cas, hein. Mais voilà, pour répondre à ta question, par quoi je commencerai? Alors, je vais pas donner des astuces clichés comme on en a entendu partout, commencer par sa garde-robe ou alors par sa cuisine enfin enfin, ça, il existe 36 livres là-dessus et même des articles sur les blogs. Euh, donc, premièrement, en fait, je vais simplement citer ce que Épicure disait, et ça, c'est vraiment le fondement du minimalisme à nouveau. Le bonheur passe par l'amitié. Donc, Épicure, lui, il vivait avec ses amis, et c'est ça, pour lui, qui était le bonheur. Et à nouveau, c'est ça qui manque dans le livre sur le minimalisme. On parle beaucoup de réorganisation, sur le zéro déchet, effectivement aussi, hein, c'est bien effectivement de faire attention à la nature, mais je vais vous, enfin, honnêtement, c'est pas la première chose qui nous rendra heureux. La première chose qui nous rend heureux, ce sont les contacts sociaux, ce sont les amis, c'est le clan, c'est la tribu. Et aujourd'hui, en fait, c'est ça qui manque. En fait, aujourd'hui, on est seul. En fait, on est dans une société individualiste. On prône l'individualisme, mais à son maximum. Et vraiment, ça m'a pris du temps pour le comprendre. Mais moi, j'avais pris aussi le minimalisme comme une forme de liberté individuelle, de plaisir individuel. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Le bonheur, c'est l'amitié. Et le premier conseil, au-delà de connaître son histoire, je dirais d'abord de renouer des liens avec des gens proches. Donc, recréer des petites tribus, des petits clans, en fait, pour se sentir vivre en fait, pour sentir vivre et à nouveau aussi pour se sentir même vivre au-delà. Enfin voilà, ok, je ne parle pas de philosophie, mais moi, je pense que c'est un thème qui est important aussi à dire aujourd'hui parce que là, voilà, c'est pour ça qu'en fait on fait la vidéo par Zoom à cause du confinement et de ce virus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a peur de la mort, on a peur de disparaître. Et Épicure disait, il ne faut pas craindre la mort. Et la manière de ne pas craindre la mort, c'est par, par l'amitié. On continue de vivre par la communauté. Et c'est ce qui manque Et, aujourd'hui. et c'est ce que j'entends, Grégory, et pour le coup, je me permets de reprendre la parole en disant qu'en fait, ce que je peux aussi comprendre pour moi qui ai une lecture assez débutante en fait du minimalisme, c'est aussi de revoir ses priorités. Et peut-être que la priorité n'est pas dans le matériel, mais la priorité est dans le lien humain, ce que tu présentes là jusqu'à présent. Et est-ce que ce sont des choses aussi que tu vois, Stéphane, dans les échanges et que tu prônes aussi dans l'accompagnement? Parce que tu accompagnes effectivement sur la question, tu es coach en gestes et en comportement responsable. Est-ce que effectivement avoir un comportement responsable nécessite de revoir ses priorités? Est-ce que c'est ça en fait le nœud? Alors, revoir ses priorités, je sais pas, disons peut-être les redécouvrir. J'aime beaucoup l'idée de Grégory de dire il faut se redécouvrir. Moi, je vais arriver sur redécouvrir vraiment ses besoins. Et c'est là, en fait, où des moments où on retravaille sur ses besoins, on retravaille forcément sur ses priorités derrière. Et je trouve que enfin, ce qu'a dit Grégory est pertinent par rapport justement au lien social. Qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous apporte du bonheur, qu'est-ce qui nous apporte de la satisfaction. Qu'est-ce qui nous apporte de la stabilité, etc. Et pour moi, là, alors du coup, je vais partir, à contrario de Grégory, je vais partir sur des petites astuces comme ça du quotidien qu'on peut avoir. C'est ce Et je vais qui fait essayer de la faire le lien. complémentarité de cette table, Voilà, hein. C'est et pour ça que je vous vais essayer êtes de tous faire le là lien. aujourd'hui, hein. Je vais essayer de faire le lien avec ce qu'a dit Grégory, qui est très intéressant. C'est que la première chose pour être minimaliste, pour moi, c'est justement pour arriver à cet équilibre juste dans notre vie, c'est de se poser la question à chaque fois qu'on fait une action, que ce soit d'achat, que ce soit de se déplacer, que ce soit d'échanger,
est-ce que j'en ressens le besoin? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Ou alors est-ce que ça apporte quelque chose à la société également? C'est pas forcément une réflexion qui doit être uniquement personnelle. Et, et c'est là en fait où, en se posant en permanence cette question, on va se dire, ben, en fait, là, j'en ai pas réellement besoin. C'est juste que c'est à la mode, ou on m'a poussé à le faire par la publicité, par une injonction sociale, par autre chose. Euh, et en se posant ces questions et en détricotant tout ça, déjà, on apprend à mieux se connaître également. On découvre quels sont les mécanismes qui nous font avancer, quels sont les mécanismes qui nous posent problème. Et en même temps, on se dit, ben, en fait, j'en ai peut-être pas si besoin que ça. Du coup, ben, je le fais pas ou je ne l'achète pas et je me concentre sur ce que, dans cette réflexion, j'ai identifié comme prioritaire. Mm. Voilà. Et c'est là, en fait. Alors, il y a plein de techniques. Il y a plein de techniques pour découvrir au début. Voilà, moi j'adore celle que j'ai découvert en premier, qui est toute mignonne, je trouve. C'est la technique et qu'on trouve à plein d'endroits différents, dans plein de bouquins. C'est la technique bisou. J'adore même surtout aujourd'hui, on peut plus faire de bise. Je trouve qu'elle a vachement de sens et elle me fait vraiment plaisir cette technique. On se pose la question, est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est un besoin immédiat? Est-ce que c'est. J'oublie les C'est autres. bisous Voilà. pour l'acronyme. Voilà, c'est un D'accord. acronyme de plusieurs mots. Est-ce que j'en ai une utilité? Est-ce que j'ai pas déjà quelque chose qui est chez moi? Voilà, est-ce que similaire, il y a un S pour similaire, est-ce que j'ai pas quelque chose qui répond à ce besoin-là déjà chez moi, etc. Et Ok. c'est une des techniques, il y en a d'autres. Voilà, mais c'est le vrai début, c'est juste se poser la question. Mm. En fait, se poser la question, est-ce que est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Est-ce que j'en ai besoin? Voilà. Et avec cette introspection, à la fois, on a une action qui est directe, qui est immédiate, c'est-à-dire j'ai refusé ou accepté de faire quelque chose, parce que le minimalisme n'est pas seulement dans la restriction, elle est également dans faire de meilleures choses, des choses bonnes, effectivement, comme disait Grégory. Donc à la fois, on a une action immédiate qui est bénéfique, et en même temps, on a un travail d'introspection qui est très important dans le cadre de la transition écologique, aussi bien personnelle que sociétale. Et donc, cette réflexion que vous menez, ça sera ma question et ma dernière question au vu de l'heure qui tourne à tous les trois. Est-ce que, du coup, devenir minimaliste nécessite nécessairement de ralentir pour justement se poser les bonnes questions? Emmanuel, toi qui es aussi DJ à côté, est-ce que, en termes de rythme, ralentir, et je ne sais pas si c'est quelque chose qui se traduit dans ton média, est-ce que ralentir devient aussi un des piliers du minimalisme? Oui, 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 bien sûr. Moi, j'ai toujours trouvé que la société allait trop vite. Et je ressentais ça déjà quand j'étais enfant. Et évidemment, le minimalisme, quand on est dans cette démarche, quand on est dans cette prise de conscience qu'il y a peut-être un souci avec ce qu'on croit qu'il faut faire pour être heureux, on va ralentir. On va ralentir parce que quand on est voilà, dans un magasin, on va plus réfléchir avant juste d'être attiré par un bel emballage ou je sais pas, l'idée que ça va nous rendre un être humain plus ceci ou cela, de posséder ce truc. On va ralentir aussi dans la manière dont on découvre le monde. À quoi ça sert, à quoi ça rime de prendre l'avion pour aller faire un séjour aux Seychelles? Moi, c'était mon rêve, hein, évidemment. Pareil, quand j'étais enfant, je rêvais d'avoir une Ferrari, d'aller faire des séjours aux Maldives, aux Seychelles. Enfin, je rêvais de tout un tas de trucs comme ça complètement dingues. Aujourd'hui, ça me fait absolument horreur. Donc, j'ai une manière de voyager, de prendre des vacances qui est beaucoup plus ralentie, beaucoup plus lente, et où je profite beaucoup plus. Oui, tout est plus lent quand on est minimaliste et en fait la lenteur. Alors Grégory a pas mal parlé de plaisir, mais oui, enfin enfin quand on va lentement, enfin bon, je ne veux pas non plus faire trop d'allusions, mais oui, enfin disons Il y a une que conscientisation quand même qui est peut-être plus agréable aussi, plutôt que d'avaler, avaler, avaler de l'urgence. c'est ça, oui. Prendre son Et temps. Et en plus, il est très connu que si on mâche des aliments lentement, on digère beaucoup mieux. Enfin,
Bref, oui, oui, C'est pareil aussi peut-être pour le quotidien. oui, oui. Non, non, il y a vraiment cette idée-là, et puis d'arrêter d'être... Parce qu'on est tous submergés par tout un tas de trucs tout le temps, les informations. Alors nous, voilà, dans le journal minimal, on a un rythme qui est beaucoup plus lent que les autres journaux. On publie 2 fois par semaine. Parfois, dans nos éditions, il y a un seul article. Parfois, on publie des articles qui sont où il y a de la lenteur. Il y a, par exemple, Catherine Simonet, avec qui je fais le journal, publie parfois des mini-mires. Donc, c'est sur le principe de la mire à la télévision qu'on voyait quand c'était la fin des programmes. En fait, c'est une espèce de vidéo où ça peut être, on est plongé dans la nature, l'automne, et puis il y a une feuille qui tombe. Voilà. Et c'est où on regarde de l'eau. Donc, il y a cette idée-là. Le minimalisme, à l'origine, il est, enfin, dans sa forme actuelle, parce que Grégory parlait d'Épicure. Nous, on adore Épicure, donc on est très content qu'il soit question de lui aujourd'hui. Mais dans sa forme récente, c'est vraiment un mouvement artistique. Donc, c'est aussi ce qu'on essaye de faire dans le journal minimal, de retrouver ça, parce que cette société actuelle est tellement laide, avec tous les ronds-points pour aller beaucoup plus vite. Enfin, tout est très, très laid. Toutes les zones commerciales, c'est d'une laideur absolument affreuse, alors qu'elle est dans une AMAP, c'est super sympa. Enfin, voilà, il y a cette idée de retrouver aussi quelque chose de beau. Donc, dans le minimalisme, être plus lent, plus profiter, plus des choses. Et voilà, il y avait une chose aussi justement que disait Épicure, que j'adore, où il disait... On va tous, je fais juste une parenthèse, mais ce week-end, je pense qu'on va tous se remettre à relire Épicure. Là, il y a un vrai sujet là-dessus. Non, mais c'est assez fabuleux. Et il a dit quelque chose qui est très, très juste, où il dit « Tout ce qui est naturel est facile à obtenir, tout ce qui est vain est difficile à obtenir. » Et je trouve ça vraiment juste. Mais peut-être même, je me dis parfois, si j'ai des visions un peu noires, où je me dis, mais tout ce qui est naturel, peut-être, si on ne fait pas attention, va être de plus en plus difficile à obtenir, genre respirer de l'air, boire de l'eau. Enfin, donc voilà, il faut quand même faire attention. Mais le minimalisme, même si c'est un effort, c'est quand même quelque chose qui apporte beaucoup plus de fun et de plaisir dans nos vies que le contraire. Enfin, moi, c'est ce qui se produit pour moi. Je me sens beaucoup plus gaie depuis que j'ai pris cette direction. Merci beaucoup, Emmanuel. Stéphane, Grégory, rebranchez-moi vos micros. Pour vous, est-ce que minimalisme rime avec lenteur et pas dans le sens d'être mou, mais simplement d'apprécier le ici et maintenant un peu plus en conscience? Stéphane, Grégory, comme vous voulez. Grégory. Ok. Alors, en fait, avant de parler de ralentir, je dirais plutôt de retrouver, en fait. Et je pense que Emmanuel a mis un très bon point là-dessus. Lors de la Grèce antique, on misait énormément sur l'esthétisme, la beauté. Et effectivement, aujourd'hui, la beauté a complètement disparu de notre quotidien, mais totalement. Non seulement, en fait, et même, voilà, on parle de l'art aussi, effectivement, oui, c'est vrai, il faut retrouver un esthétisme dans l'art, mais l'art moderne, l'art moderne est affreux, Bref, en fait. c'est un Mais avis personnel, Grégory, si je puis me c'est mon permettre. avis, c'est pas Voilà. seulement mon avis, en fait. Hein. Replaçons les choses, mais revenons sur notre sujet à nous. Mais le sens de la beauté, je pense que vraiment c'est important. On s'habille n'importe comment, on mange n'importe quoi. En fait, euh, même la beauté, effectivement, c'est même au point de vue de notre corps, en fait. Juste, en fait, on oublie qu'on a un corps, en fait. Simplement. Et prendre soin de son corps, en fait, l'esthétisme du corps est aussi important que l'esprit. Et je pense qu'en fait, oui, il faut retrouver. Également prendre soin de soi, en fait, premièrement, hein, et retrouver un certain esthétisme, premièrement, de retrouver la beauté, retrouver, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, qui on est, en fait, simplement, c'est retrouver son histoire, retrouver ses origines, euh, aussi, c'est retrouver des liens, retrouver, en fait, des personnes autour de soi. Euh, et un point aussi important aussi, comme Emmanuel disait, on est rempli d'informations,
En fait, c'est aussi retrouver ses limites, je dirais. On est bombardé chaque jour de messages comme le slogan d'Adidas, Impossible is nothing. L'impossible n'existe plus. On peut devenir qui on veut. C'est la liberté à foison. C'est l'abondance, c'est le no limit, c'est le data illimité. En fait, on est la limite a totalement disparu. On nous pousse vers des messages disant voilà, vous êtes tous géniaux, vous êtes tous différents, vous êtes tous spéciaux. Mais non, c'est pas vrai en fait. C'est totalement des mensonges. On n'est pas spéciaux, on n'est pas extraordinaires. On n'est pas tous extraordinaires. Il y a quelques personnes qui sont extraordinaires, c'est vrai, qui sont plus fortes, mais il faut remettre les choses à sa place. Enfin, moi, par exemple, premièrement, je fais du sport, mais je serai jamais un champion de bodybuilding. Enfin, voilà, il faut simplement être d'accord. On peut pas, en fait, il faut être d'accord que dans le minimalisme, il y a des très bonnes choses, mais il faut aussi accepter, en fait, les mauvaises choses, comme dans la vie. Voilà. On parle du confinement aujourd'hui. La vie est extraordinaire, mais la vie n'est pas que plaisir. Et la vie est aussi cruelle. Et il faut l'accepter. Il faut accepter aussi son sort, en fait, sa destinée. Dans la Grèce antique, c'était la destinée, c'est le cosmos. On a tous un destin dans la vie, il faut l'accepter. Donc voilà, retrouver qui on est, c'est ce que je dirais pour conclure. Merci beaucoup, Grégory. Stéphane, toi, pour conclure sur le minimalisme, ça serait quoi? Conclure. On a abordé plein de sujets autour du minimalisme. On a abordé le sujet, qui sont d'ailleurs les deux principales portes d'entrée du minimalisme. C'est le côté écologiste, lutte pour la planète, protection de l'environnement, et puis le côté bien-être, plaisir ou pas plaisir, compréhension de soi. Voilà, ces deux côtés sont importants. En général, on entre par un côté puis on découvre l'autre. Le minimalisme, on y arrive dès le moment où on a envie de changer ses habitudes de manière responsable. On finit par arriver sur le minimalisme. Quelle que soit la discipline par laquelle on arrive, si on commence par faire du zéro déchet, et ben, à un moment, il faut réduire et on arrive sur des notions de minimalisme. Si on veut moins consommer, on arrive sur le minimalisme. Si on veut réduire sa consommation de ressources, on arrive sur le minimalisme. Si on veut juste se sentir mieux, eh ben, ça peut être parfois simplement se désencombrer l'esprit, se désencombrer l'espace. On arrive sur le minimalisme. Donc, en fait, dans le cadre de mon activité de coaching, comme je disais, j'adresse plein de disciplines différentes et toutes, in fine, elles arrivent sur des notions de minimalisme, de se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que la réponse peut être oui, la réponse peut être non. Il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est juste qu'il faut que ce soit une réponse en conscience. Voilà. Merci Stéphane. Mathilde, je te propose qu'on conclue toutes les deux. On a complètement explosé les scores. On est au-delà qu'on s'était donné, mais je pense qu'il y avait un vrai sujet. Et merci à vous trois d'avoir été vraiment prolixe là-dessus. Mathilde, une dernière actualité pour KissKissBankBank dans votre regard à vous sur la culture du changement. Oui, alors moi je voulais parler d'une initiative qui s'appelle Les Apprêtés, qui est une box de location de vêtements responsables. Donc là, clairement, c'est un outil très concret. Si on veut essayer de devenir minimaliste, ben, pourquoi pas se mettre à la box. Et sinon, sur un autre sujet un peu plus festif, nous, chaque année, on met en avant les projets qui sont un peu plus éco-responsables, zéro déchet, artisanaux, sur une page qui s'appelle welcome.kisskissbankbank cadeau de Noël. Donc c'est le Merry Christmas de KissKiss. On n'est pas forcément très minimaliste dans les démarches qu'on propose parce qu'on n'en a pas forcément 1000, mais c'est déjà un premier pas que de faire des petits gestes un peu plus zéro déchet. Donc voilà, pour ceux qui veulent s'y mettre pas à pas, il y a les petits outils sur le site. Merci beaucoup. Merci à vous quatre d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle Merci, Macha. que l'appel à crowdfunding pour le prochain numéro est ouvert sur la page de KissKissBankBank. Venez, on embarque avec nous toutes les entreprises aussi et tout le système économique dans le changement. Merci à tous. Je vous propose un dernier café et je vous souhaite une bonne matinée, une bonne fin de semaine. Merci. Merci Macha. Salut. Bye. Merci. Merci beaucoup.